Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cet entretien spécial. C'est un entretien qui concerne la situation en Côte d'Ivoire. L'opposant ivoirien Tidjane Thiam écarté par la justice. Quelle analyse faire de cette situation en prélude à l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue pour le 25 octobre 2025. Les candidats se dévoilent et c'est le cas par exemple de Tidjane Thiam, désigné candidat du PDCI. Malheureusement, depuis le 22 octobre, je vais dire le 22 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation, la radiation donc de Tidjane Thiam, président du PDCI, de la liste électorale. Et pour cause, la juge estime que l'ancien ministre du plan du président Henri Konan Bédié n'était plus ivoirien au moment de son inscription en 2022. Pour en parler, nous avons invité un journaliste politique. Il a un nom, Emel Guérin. Emel Guérin, bonsoir ou bonjour. Bonsoir, M. Aguerre. Alors, vous êtes journaliste politique, vous êtes consultant en gestion des crises et géostratégie. Vous avez accepté venir sur ce plateau pour que nous parlons de sujets. D'entrée de jeu, Tidjane Thiam, c'est qui, si je n'abuse? Écoutez, je salue d'abord vos téléspectateurs et auditeurs Eden TV Diaspora FM. C'est la première fois que je suis en présentiel chez vous et je me sens heureux d'y être. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est assez pathétique parce que l'histoire, lorsque vous tutoyez l'histoire, elle se répète toujours. Et donc, les dirigeants aujourd'hui, les poids lourds aujourd'hui de la scène politique ivoirienne n'ont pas pris graine de ce qui s'est passé en 2010-2011. Et donc, ils n'ont pas su préserver, même je vais dire, ceux qui se disent héritiers du président Houphouët-Boigny, ils n'ont pas su préserver son héritage, son legs, en ce sens que le président Houphouët-Boigny a tout fait pour créer un État-nation en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, nos États africains ne sont pas des États-nations. Bien sûr. Vous comprenez. Ici au Bénin, le président Mathieu Kélékou a réussi à le faire. Mais en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny l'a fait. Et aujourd'hui, je vous donne juste cet exemple. Regardez les années de gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Les troubles d'aujourd'hui et par rapport à sa gouvernance, qu'on peut qualifier même de dictatoriale ou tout ce que vous voulez. Et pourtant, il y a eu moins de morts, moins de détenus politiques, moins d'exilés, et ainsi de suite. Ça pose un problème de véritablement démocratie. Est-ce qu'il y a une démocratie qui tue sa population? Cette élection, à chaque fois qu'il y a une élection, la seule élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire sans tumulte, c'était celle de 2020. À part ça, plus rien du tout. Donc j'allais dire 2015, je crois, après le deuxième mandat de président actuel qui est là. Alors Tidjane Thiam, vous en parlez, il est un héritier par alliance même du président Houphouët-Boigny. Et donc le parti l'a désigné comme d'abord président du parti et puis ensuite son candidat. Mais ce qui frappe un peu à l'œil, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre, concevoir que ce pourquoi le président Ouattara s'est battu, ce pourquoi il y a eu des victimes, il y a eu guerre, on a déclenché une guerre, on va peut-être en parler tout à l'heure, comme le président Gbagbo, ce pourquoi Guillaume Soro a dit, j'ai pris les armes pour défendre l'exclusion de M. Ouattara, et il applique aujourd'hui. Même si, il faut être honnête, la décision du juge est honnêtement, toute honnêteté, juste en matière du droit ivoirien, le code de nationalité ivoirien éclaire la décision, son article 48, je crois. Son article 48 stipule que lorsque vous demandez volontairement une nationalité extérieure, autre que celle ivoirienne, c'est que vous perdez automatiquement le droit de nationalité ivoirienne. Sauf que
Il a été précisé dans cet article, je crois, dans sa continuation vers l'article 49, que dès lors, un juge ou un magistrat sort une décision pour acter que vous n'êtes plus ivoirien. Dans le cas d'espèce de Tidjane Tian, il n'y a aucune décision judiciaire qui a acté sa perte de nationalité. D'accord. Donc il y a une faille. Donc, il y a aucune Je suis surpris que les avocats n'ont pas attaqué par là. Il fallait déjà commencer par attaquer cette faille. Ils vont attaquer. Je l'espère. Et après, maintenant, Tidjane Tian aujourd'hui dit que lui, enfin ses partisans estiment qu'il n'a pas demandé la nationalité, mais qu'il est de naissance français. Ce qu'il dit, ses parents sont français, donc d'office lui aussi il devient français. Si c'est le cas, ce n'est pas une demande volontaire. Et donc il ne peut pas avoir perdu sa nationalité. Ce qui est plus grave. Il doit renoncer. Il doit renoncer à la nationalité il parce qu'il connaît ce que dit les tests. Oui, mais il ne l'a pas fait avant d'être désigné comme candidat. Et c'est ce qu'on lui reproche. Oui, justement. Mais quand vous voyez aujourd'hui le climat explosif en Côte d'Ivoire, on ne peut pas oser prendre des décisions judiciaires comme ça. Ça pose aussi un autre problème pour moi philosophiquement. C'est-à-dire, on parle d'élection. Et qui élit? C'est le peuple qui élit. Si c'est le peuple qui élit, laissez le peuple élire, désigner. Ce n'est pas à un juge de décider qui sera candidat. Oui, si le candidat ne respecte pas la règle, les tests prévus... Qui fixe les règles? C'est ça le problème. Doit faire son travail, le problème se situe au niveau de qui fixe les règles. Quand nous parlons de démocratie, on parle du pouvoir au peuple. Et quand c'est le pouvoir au peuple, laissez les gens se présenter et le peuple décide de qui peut le diriger ou pas. Se présenter en respectant les règles en la matière. Oui, mais c'est justement là le problème. C'est-à-dire que nous avions aujourd'hui des républiques de loi, des républiques des juges, et non la démocratie. Trop de lois tuent la République. Trop de lois. Parce que quand vous voyez, le pouvoir est grisant. Alors, regardez un peu le président Ouattara. Tout ce qu'il a décrié contre le président Gbagbo, il est en train exactement de le faire. Il s'en va pour un 4e mandat. Alors c'est difficile, vous vous souvenez de cette merveilleuse chanson de Alpha Blondy qui disait que lorsqu'une ethnie perdue au pouvoir, ça crée la guerre civile, ça crée des troubles. Il faut éviter, dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, tout ce qui va en dire. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait en 2015? Sur les conseils du président Thabo Mbeki, et Thabo Mbeki l'a même écrit dans son mémoire pour dire « Je regrette d'avoir demandé à Gbagbo de prendre une décision pour permettre à Ouattara d'être candidat. » Thabo Mbeki l'a dit clairement. Donc c'est Gbagbo contre la Constitution qui a pris une décision pour que Ouattara soit candidat. C'était pourquoi vous pensez? C'était pour la paix. Ça, absolument. La Constitution telle qu'elle était ne lui permet pas de laisser. Ce n'est pas Gbagbo qui a fait cette Constitution. C'est bien sûr le président Bédié. Il n'a rien à voir dedans. Vous comprenez? Mais pour la paix, il a pris une décision pour que Ouattara soit candidat. Donc je vois mal aujourd'hui, pour la paix, au nom de la paix, je pense qu'aujourd'hui, vu la ligne du temps, parce que l'univers nous parle, il faut écouter l'univers, que les choses changent. Le monde est en train de basculer vers une multipolarité, et l'Afrique ne peut pas continuer à gouverner sa cité, sa nation, ses populations de cette manière. Regardez bien. Tout ce que nous faisons ici, c'est ce que les autres ont commencé par faire depuis des siècles. C'est-à-dire cette fameuse démocratie. Or, ça échoue là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez vu comment, en 2017, Macron est arrivé, il a bouleversé tout le jeu politique en France, au point où certains partis politiques n'existent pratiquement plus, comme le RR de Jacques Chirac qui a gouverné le pays pendant longtemps. Donc, le PS aussi de François Mitterrand ou de François Hollande, qui sont en lambeaux pratiquement. Donc, ça change. Et ce que je constate, c'est lorsque une pratique, un mode de gouvernance échoue à l'extérieur, nous, on la prend. Et puis on se dit, voilà, et puis on se dit, mais est-ce que nous avons vraiment des intellectuels en Afrique pour penser, pour ne pouvoir pas développer une nation sans tenir compte des valeurs endogènes de ces nations-là? Et c'est important, nous ne sommes pas européens. Monsieur Guérin, je comprends que vous priorisez la paix et vous voulez qu'on tire leçon du passé en Côte d'Ivoire, mais lorsque vous dites que c'est Bédié qui, c'est en son temps qu'on a prévu donc cette constitution, peut-être que le président Gbagbo a voulu l'appliquer à son filleul ou qui est aujourd'hui Thiam.
il faut le lui appliquer. Vous savez... Parce que c'est son mentor qui a participé à cela. Lui, c'était sa chance quand Gbagbo sortait une ordonnance pour lui permettre d'aller aux élections. Est-ce qu'on doit prioriser la paix ou bien on doit quand même parfois porter ces coups bas-là pour donc montrer que la vie n'est pas si linéaire? Très bien. Vous savez, la Côte d'Ivoire, je crois que beaucoup d'Africains connaissent bien la Côte d'Ivoire. Je la connais aussi. Avant le départ de monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était l'une des plus belles villes de l'Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire, Dakar, Libreville. Et quand il y a eu guerre, et cette guerre, il faut qu'on en parle rapidement, quelques minutes. Oui. En 2000, Gbagbo même a dit dans un discours qu'il a pris le pouvoir dans une situation de calamité. On sait tout ce qui s'est passé quand il a pris le pouvoir. Après donc, les élections organisées par Guèye, et c'est Guèye qui a exclu Ouattara et Bédié. Ce n'est pas Gbagbo. Et quand Gbagbo est arrivé, 2 ans seulement de gouvernance, il a été attaqué. Pas une rébellion. D'abord un coup d'État qui a échoué, après la rébellion s'est installée jusqu'en 2010. Et quand il y a eu les élections de 2010, Gbagbo a contesté les résultats. Est-ce qu'il ne faut pas contester les résultats dans un pays? Et lorsqu'on conteste, un président en place conteste un résultat d'une élection, il dit recomptez les voix s'il vous plaît, on déclenche, l'armée française rentre en jeu, l'attaque et le déloge pour installer Ouattara. Donc en fait, Ouattara a été installé par la violence, dans le sang. Il y a eu 3000 morts. Je suis surpris même d'entendre certaines personnes dire, oui, Gbagbo, au point où on l'a amené à la haine, aller passer 10 ans inutilement de sa vie. Ce n'est pas rien. Et donc, quand vous voyez cette situation-là, Ouattara est à la base de tout. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est factuel, c'est empirique cette situation en Côte d'Ivoire. C'est lui, puisque Guillaume Soro a dit publiquement, j'ai déclenché la rébellion pour que Ouattara ne soit pas exclu. On a tous vu à la télévision comment les armes ont détonné au palais pour déloger Gbagbo. On l'a tous vu, l'humiliation, tout ça là, pour qu'il soit seul. Est-ce que la démocratie autorise ça? Dans quel test ivoirien, dans quelles conditions il a été dit, lorsque vous contestez les résultats, il faut aller le déloger? Vous comprenez la situation en 2011, quand le président Adrien Mbédié avait contesté le chaos de M. Boligny Yahi, si les militaires ou une force armée étaient allés déloger Yahi, vous accepteriez ça? Vous aurez compris ça? Ça n'a aucun sens dans une nation démocratique. Pourtant, la communauté internationale a accepté, a embelli les choses, on a vilipendé, on a diabolisé. On a diabolisé. Non, je reviens sur la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. On a diabolisé Gbagbo, on l'a envoyé à la haie, il a été libéré. Quand il était à la haie, en fait, parce que ce n'est pas seul qui a été radié de la liste, Gbagbo aussi, Guillaume Soro, Blé Goudé. On ne peut pas juger une affaire 2 fois, ce n'est pas possible. Quand Gbagbo, la justice ivoirienne savait où était Gbagbo, savait où l'État ivoirien avait envoyé Gbagbo, comment peut-on le juger par contumace? Il n'a obtenu aucune convocation et rien, et on le juge, on le condamne 20 ans par contumace. Pour cette même fait, délit, de braquage, du fameux braquage, le principal accusé est libre. Pas une amnistie prise par le président, parfois votée par l'Assemblée et entérinée par le président de la République. Il est libre de ce mouvement. Comment le co-accusé, qui est Gbagbo, ne peut pas bénéficier de cette amnistie? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vous comprenez? Donc il y a cet amphigurisme en Côte d'Ivoire dans la gestion de poids, de mesures. Absolument, ça n'a aucun sens. Ça se passe nulle part ailleurs. Pourtant, écoutez, il a accepté d'aller rencontrer son successeur, toujours pour la paix. Et que maintenant, que le moment est arrivé pour faire table rase du passé, reprendre un nouvel envol vers la cohésion nationale et la réconciliation. Vous voyez, il y a même un ministère de la réconciliation. Ça a échoué, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à des moments donnés, dans une nation, lorsque il y a des difficultés qui vont mettre en mal, en cause, la cohésion nationale, il faut s'asseoir
discuter. Et moi, je suis quelle sera l'issue, quelle se vous proposez comme solution pour il faut prendre des décisions politiques. Cet entretien? Il faut prendre des décisions politiques. Lorsque les juges prennent une décision, est-ce que c'est une décision politique? Les juges ne sont pas des politiques. Est-ce que vous voulez dire que la justice est instrumentalisée? Que voulez-vous dire? Exactement. Qui est le premier magistrat d'une nation? C'est le président de la République. La juge qui a pris une décision, elle n'est pas magistrate. Et qui est son chef? C'est le président de la République qui est le premier magistrat. Donc il peut prendre des décisions supérieures. Et même dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, quand la décision va de l'intérêt du chef de l'État? Il y a eu la Cour de la justice de la CEDEAO qui avait demandé de restituer, de réintégrer Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça n'a pas été fait. J'ai entendu des proches du pouvoir en place dire que la Côte d'Ivoire n'est pas obligée de respecter les décisions de la CEDEAO, que les lois ivoiriennes sont supérieures. Je veux bien accepter, mais pourquoi on va accepter, on a adhéré, on a construit? Vous voyez ce que devient aujourd'hui la CEDEAO. J'ai des amis, par exemple, au gouvernement ivoirien, je veux le dire franchement, qui ont la nationalité ivoirienne. Parce que cette loi, ce fameux article 48, beaucoup ne le savent pas. C'est quoi? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se cache derrière l'article-là? Oui, l'article du code de la nationalité ivoirienne qui dit, par exemple, que lorsque vous demandez volontairement une nationalité ailleurs, vous perdez celle ivoirienne. Beaucoup ne savent pas. Donc là, ça veut dire quoi? Il y a des ministres ivoiriens qui ne sont pas ivoiriens. Il y a des magistrats ivoiriens qui ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'ils n'ont pas ont la nationalité, ils ont demandé la nationalité précédente. Ils ont demandé la nationalité d'un autre pays, surtout en France, surtout les cas que je connais, c'est la nationalité française. Ça veut dire que d'office, ils ont déjà perdu la nationalité ivoirienne. Mais ils sont ministres, ils sont magistrats, ils prennent des décisions. Mais c'est assez hallucinant. C'est ahurissant. Est-ce que vous espérez que le droit sera dit? Est-ce que les avocats de Thiam pourront avoir les arguments qu'il faut? Non, parce qu'on nous en dit matière que... de droit, c'est là justement moi mon problème philosophique. Ils ont d'ailleurs suspendu la marche prévue parce que la justice doit encore se prononcer le 8 mai, je pense. Et s'il vous plaît, cette décision même n'arrange pas le président Ouattara. Ça va forcément créer des troubles. Oui, évidemment. Ce qu'il faut à tout prix éviter. Ça lui permet de ne pas avoir un candidat de taille. Quand je vous parle de la ligne du temps, les choses changent. Il y a quelques années, j'avais averti que les armes vont sortir partout dans le monde. Les militaires vont sortir. Aujourd'hui, on voit en Afrique ce qui s'est passé dans l'AES, Gabon, Guinée, Conakry, ainsi de suite. En Ukraine, au Proche-Orient, ça sort, c'est comme ça. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un nouveau paradigme. Et l'histoire de l'humanité montre qu'à chaque fois quand il y a un basculement, un changement fondamental du cycle, j'allais dire, nous sommes dans un nouveau cycle. À chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, il y a la violence pour nous conduire vers un nouveau paradigme. Et ce cycle, c'est un cycle de Saturne, c'est le cycle de la lumière, de la rétribution. C'est-à-dire quoi? Tout sera dévoilé. Rien ne sera plus caché. Et ça, ce ne sont pas les hommes qui vont empêcher ça. C'est l'univers. Nous sommes dans un univers. Et on ne peut rien faire. Tout le monde sait qu'on est en train d'évoquer la mort du... Mais là, vous êtes dans la métaphysique ou bien mais toujours vous la pensez politique? Sérieusement que la politique est sans la métaphysique ou sans le spirituel? Je vous rappelle, M. Alain Bauer, qui est l'un des grands criminologues français, pour ne pas dire européens, a dit en novembre 2020 à la télé que le programme de François Mitterrand lui avait été écrit par le Grand Orient. C'est une loi maçonnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est spirituel. Mais c'est clair. Ce n'est secret pour personne. Il a même sorti un livre où il a dit ceux qui sont en politique, qui sont dans cette loge. Je n'ai rien contre la loge, pas du tout. Mais il dit, les écoles occidentales nous ont bluffé en nous apprenant que la politique se fait seulement dans les écoles. On a vu toutes les théories, toutes les académies ont échoué depuis la crise covidienne. Tout a échoué. Nous sommes en train de voir un remodèlement extraordinaire, même en matière de guerre aujourd'hui. Ça a changé parce que quand cette théorie avait été conçue, il n'y avait pas des drones. Vous ne pouvez pas gagner une guerre aujourd'hui sans les drones. Ça se passe en Ukraine et ça va se passer ainsi de suite dans le monde. Donc il faut éviter des frustrations au sein d'une nation. Est-ce qu'on a des craintes à avoir par rapport à la situation
en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que ça va exploser. Vous imaginez, ça va exploser. Ça va exploser. Vous le dites comme ça? Très clairement, parce que les choses sont en train de lâcher ceux qui nous gouvernent depuis et qui n'ont pas su faire la volonté divine, qui n'ont pas su faire la volonté du peuple. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants qui sont hors sol, qui sont déconnectés totalement du désidérata de ce que le peuple veut, ce pourquoi le peuple les a élus. Vous voyez, un peuple ne peut pas vous élire. En fait, c'est une souveraineté déléguée. Le peuple délègue sa souveraineté à un chef d'État, à un premier ministre ou à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'ils font après quand ils viennent au pouvoir? Ils briment, ils déciment les populations à main nue. On l'a vu, le cas dont on parle en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Guinée, on l'a vu au Niger avec Tandja Mamadou, ainsi de suite. Donc c'est un perpétuel, en Burkina Faso aussi, c'est un perpétuel recommencement. Et c'est le pouvoir qui est comme ça. Le pouvoir vous fait penser que vous êtes éternel, vous êtes tout puissant, et ça ne va jamais s'arrêter. Mais malheureusement, ça s'arrête. Un mandat, deux mandats, troisième mandat, même si on prend le quatrième mandat, ça va s'achever. Il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi nous disons que l'homme a des limites. Et ces limites, c'est face au temps. Lui compte le temps. Mais l'univers n'a pas, le temps n'existe pas. Tôt ou tard, vous allez finir. Ou peut-être, je me rappelle, si vous le permettez, une anecdote. J'étais dans une studio en pleine émission. On parlait du Tchad. Et je disais exactement que nul n'est éternel. Quand le rédacteur en chef est entré pour nous dire que Thierry Déby a été tué. Mais voilà. Donc, il a laissé le pouvoir dans ces conditions-là. Donc, on n'est pas réellement ce que nous pensons être. Parce qu'en fait, quand vous les écoutez, ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Mais bien, c'est bon, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Quand Dieu vous remet le pouvoir, vous devez toujours continuer à regarder le ciel pour diriger. Mais si vous regardez par terre, vous êtes encoutré dans la matière. Le pouvoir vous sera arraché. Et ce n'est pas le nombre d'années que vous faites qui est le problème. Non, le peuple ne meurt jamais. Le peuple continue, il est là, il est debout, il est sempiternel, et vous allez passer, d'autres viendront. Maintenant, si vous voulez avoir des dettes au cours à payer, comme ce qu'on est en train de voir, et que les chefs d'État qui ne sont pas rangés, que ce soit à l'état politique, financier ou autre, ou religieux, qui ne sont pas rangés du côté du peuple. Parce que pourquoi on élit? C'est pour que vous puissiez apporter ce que veut le peuple. C'est vous qui venez apporter votre programme pour dire, je pense que telle chose ne vont pas dans une nation, dans un pays. Et moi, je vous propose de me donner le pouvoir souverain, je vais arranger ce dont vous avez besoin. Et le peuple le fait. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On sort des lois restrictives, des lois d'exclusion, au point même, aujourd'hui, j'entends une théorie qui dit que gouvernance, c'est exclusion. Mais c'est tout à fait le contraire. Moi, je suis expert en communication et gestion de crise, et je pense que quand les hommes ne se parlent pas, il y a la guerre. Quand il n'y a pas de dialogue, il y a crise. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut apaiser la situation pour qu'ensemble, c'est une nation. On ne peut pas toujours s'entendre, ce n'est pas possible. Mais il faut qu'on s'asseye pour dire comment nous allons nous diriger. Et qui va parler au président Ouattara, qui va parler au président Ouattara, et il va écouter et revenir à la raison? Il n'y a que Dieu. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que cette situation sera réversible? S'il ne fait pas ce que veut, quand vous questionnez les Ivoiriens aujourd'hui, et même les peuples africains, ils vous diront qu'ils ne veulent pas de la violence. En Côte d'Ivoire, j'ai vu ce qui s'est passé, vous comprenez. J'ai vu l'avant Ouattara, Gbagbo, j'allais dire, c'était une belle vie, comme je le disais tout à l'heure. Et après la guerre, tout a été détruit. Maintenant, cela est en train d'être reconstruit, ce qui n'est pas, écoutez, un chèque à blanc assigné au désordre parce que vous construisez, c'est votre devoir, vous devez le faire. On ne va pas féliciter un chef d'État qui est en train de construire des routes ou des immeubles, ce n'est pas possible. C'est comme si, comme quelqu'un l'a dit, c'est comme si féliciter un guichet automatique de la banque de vous avoir sorti votre argent. Il faut dire merci. Non, mais c'est pour ça qu'il est arrivé. C'est ce qu'il a promis de faire. Et quand il a promis, il n'est pas venu en balade de santé au pouvoir. C'est pour construire justement les routes. C'est pour construire les immeubles qu'on l'a mis là. Et quand il le fait, quel merci vous allez dire? Ou bien quand même, il respecte la Constitution. Quand il détruit qu'on va lui dire merci? Absolument. Parce que le peuple est souverain. C'est seulement le peuple qui donne, comme Platon l'a dit, c'est seulement le peuple qui est à même de l'enlever ou de lui permettre de continuer. Mais si le peuple ne veut pas, vous voyez comment se passent les élections aujourd'hui en Afrique. Et surtout, le problème est récurrent dans les pays francophones où il y a cette gangrène, cette métatase d'éternité au pouvoir qu'il faut forcément revoir parce que, je vais vous dire, écrivez-le, il y a une nouvelle génération de gouvernants qui est là, qui sont suscités, à qui nous parlons à travers le monde, avec qui nous discutons.
Et ce n'est pas une question d'Africains, ce n'est pas une question d'Occidentaux. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent aujourd'hui que le monde est en train de changer. Et je regrette que l'élite métaphysique spirituelle africaine ne s'assoit pas pour dire aux dirigeants la vérité. Ce qui se dessine dans l'univers, c'est le moment plus que jamais à l'Afrique de pouvoir entrer, de pouvoir se positionner sur l'échiquier international. Et vous voyez le moment du président sud-africain, ce qu'il est en train de faire. Il a été reçu par le président ukrainien, il va aller rencontrer son ami Poutine pour dire, enfin, il a émis un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu pour le désordre qui s'organise là-bas. Et puis, ça continue. Donc, il faut des dirigeants de taille. Ce n'est pas des dirigeants qui ne savent que brimer leur population. Non, on veut des dirigeants qui sont capables de peser lourd. Nous avions les matières premières à nous. Est-ce que vous entrevoyez une porte de sortie en ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Il n'y a que le dialogue. Il n'y a que l'apaisement. Est-ce que le dialogue se fera? Est-ce que le dialogue se fera? S'ils veulent, ça va se faire. Si nous voulons discuter... C'est qui les îles? Le président en place, le gouvernement en place, s'il veut, ça va se faire. Je vous ai donné l'exemple de Gbagbo. Pourquoi ne pas prendre? Si Gbagbo n'avait pas pris ce taxe pour lui permettre d'être candidat, il ne serait pas là. Il faut regarder l'histoire, il faut regarder les faits, ce qui se passe, et être reconnaissant avec sa nation. S'il se sent, et mieux, je vais vous dire, puisque lui aussi, il avait une autre nationalité, il avait un temps aussi perdu la nationalité ivoirienne. Pourtant, tout a été dit. Quand Thabo Mbeki conseillait cela à Gbagbo, il n'était pas fou. C'est pour la paix. Je dis, il faut tout pour la paix. Il faut tout. Si c'est pour la paix, il le faut. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, tout ce qui a été conçu par Houphouët-Boigny, dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, dans la prospérité, a été détruit. Comment vous pouvez préserver votre richesse si vous n'avez pas la paix? Ce n'est pas possible. Quand je prie tous les matins, je demande la paix. Pour moi, la paix pour mes proches, autour de moi, pour mon pays. Vous comprenez? La paix est importante pour que nous vivions bien la sérénité, la sécurité. Quand il n'y a pas ça, et vous voyez la menace djihadiste aujourd'hui, est-ce que ça nous permet de créer des troubles au niveau politique? Et c'est là où je veux en venir. Ils vont s'en mêler. L'élite politique africaine a échoué. Elle va devoir laisser la place à une nouvelle génération, à une nouvelle génération de gouvernants pour gérer autrement les choses et rester collé avec les désirata des peuples africains. Sinon, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer. Et comme l'univers est là pour donner raison ou tort à chacun, il est là aujourd'hui, la sentence est là, et ce nouveau cycle dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui ne permet plus d'accepter certaines choses. Et nous sommes sûrs et convaincus que lorsqu'un dirigeant ne fera pas la volonté de son peuple, eh bien, il sera balayé, simplement. Et puis, est-ce que vous êtes en train de prophétiser pour l'avenir? Ce n'est pas une prophétie en tant que telle, ce n'est pas une prophétie, mais c'est les faits. Il y a tellement d'exemples. Quelle sera votre conclusion? Ma conclusion est de demander aux autorités ivoiriennes et aux autorités africaines, à nos dirigeants, d'écouter simplement le peuple. C'est le peuple qui leur a donné, même s'ils sont venus au pouvoir par la violence, par les armes, écoutez le peuple. Vous ne l'avez pas fait pour vous-même, pas du tout. Vous l'avez fait, vous êtes arrivé là parce que Dieu l'a voulu, parce que le peuple l'a voulu. Et qui dit Dieu dit peuple, qui dit peuple dit Dieu. C'est ce que le peuple veut que Dieu donne. Donc notre Dieu est d'abord le plus grand démocrate, puisqu'il permet même à Satan d'agir dans son monde, de s'exprimer. Donc il est plus démocrate que quiconque. Alors faisons comme lui. Et le peuple ivoirien ne veut plus la guerre. Et ce drame, cette histoire tragique est encore vivace dans la mémoire des Ivoiriens. Ils ne veulent plus en avoir. Et beaucoup même de Béninois, de Burkina, qui étaient exilés volontairement, bien sûr, qui travaillent là-bas. Beaucoup sont rentrés, ils ont perdu leur job à cause de cette guerre qu'il y a eu pendant le règne de Laurent Gbagbo. Il y a quand même eu des exemples. Laurent Gbagbo, 10 ans de guerre au pouvoir, n'a eu aucun détenu politique. 0 détenu politique pour Laurent Gbagbo. 0. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de mettre en prison quelqu'un pour vouloir faire la politique. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de légiférer des lois qui vont créer des problèmes. Il faut éviter ça. Pour dire, qui êtes-vous pour dire que le peuple est indiscipliné? Et vous êtes le seul, ou à votre clan, qui soit le plus intelligent, le plus discipliné, pour discipliner les autres. C'est contre nature. On donne toujours, le peuple fait toujours ce qu'il... Il peut se tromper, mais il apprendra de ses erreurs
pour évoluer. Il a donc dit que quand vous me parlez de la loi, de la réglementation qu'il faut respecter, mais c'est les hommes qui l'ont fait cette loi. Et lorsqu'une loi pose problème, il faut s'asseoir et voir les dégâts sociaux, les dégâts sociétaux que cela engendre pour dire, avec cette loi, nous risquons d'aller à la catastrophe. Et c'est parce que nous sommes déconnectés de nos réalités. Si par exemple, quand vous prenez une décision comme les cours constitutionnels ou les cours suprêmes, en France, par exemple, les anciens présidents sont membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, c'est parce qu'ils ont des expériences, ils ont été au pouvoir. Et si qu'elles sont faites, on ne fait rien. Alors que nous avons des sages. On les appelle sages. Vous pensez qu'ils sont vraiment sages? Pas du tout. Nous avons des honneurs de sages. On ne peut pas se décoller de notre histoire. Assumons notre histoire. Il y a des chefferies traditionnelles qui sont bidantes. Parce que, vous savez ce que le président a construit, par exemple, je parlais de l'État-nation Houphouët-Boigny. Elle a été détruite, cet État. Le Nord est monté contre le Sud. Le Sud est monté contre le Nord. Ça pose problème. Donc, il faut vraiment réconcilier les Ivoiriens. Donc, je pense, pour sortir de crise, là, il faut dialoguer, il faut discuter. Si les ténors qui sont là aujourd'hui, Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, Ouattara, ce sont les acteurs de la crise post-électorale de 2010-2011. Ils peuvent décider de se retirer simplement, laisser la place à une autre génération. S'ils veulent la paix, qu'ils se retirent. Parce que c'est ça qui fait peur. Il faut essayer de comprendre aussi Ouattara. Remettre le pouvoir aujourd'hui. La pire chose qui est arrivée à Ouattara, c'est la libération de Gbagbo. Il ne l'avait pas séparé, il n'avait pas pensé, on le lui a promis, garder Gbagbo juste. Sauf que lui aussi, il a fait trop de durée au pouvoir. Il n'a pas arrangé sa succession. Il lui fallu que son successeur de 2020 décéda, que les choses avaient changé dans le temps. Oui. C'est ça le problème de la gouvernance. Ça veut dire que parmi les Ivoiriens, il n'y a personne qui puisse remplacer le président Ouattara. C'est quand même curieux. Comment il a fait 15 ans au pouvoir, il n'a pas su préparer sa relève. C'est ça le problème de la gouvernance de nos chefs d'État. Quand ils le découvrent comme nos rois, quand ils découvraient les pacotis, livraient le peuple en esclave, ils ont découvert le pouvoir, ils ont été grisés, ils se disent je suis éternel, je suis tout puissant, et puis bon, si quelqu'un veut se mettre sur mon chemin, je l'écrase ou je l'élimine, je crée des lois, je le fous en prison ou je le fais exiler. Ça ne peut pas continuer. Il y a un Dieu pour tout le monde. Merci. Merci à vous, Monsieur Emel Guérin. Je rappelle que vous êtes journaliste politique, vous êtes consultant en gestion des crises, vous êtes géostratégie, vous êtes également spécialiste en géostratégie. Vous êtes venu dans ce studio pour donc donner vos analyses par rapport à l'opposant ivoirien Tidjane Thiam, écarté par la justice en Côte d'Ivoire. Vous avez profité quand même pour balayer un tant soit peu la situation politique en Afrique, dans le monde, et donc vous invitez au dialogue pour que les parties s'asseyent et discutent pour trouver des solutions afin que nous ne puissions pas aller à la violence. Ce fut votre souhait en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet entretien. On se dit à bientôt. Il a été réalisé par Marcel Yedo, par également Emmanuel Agbodjelou. À toutes et à tous, à bientôt.